Lacarrière. Bonjour Sylvain. Merci beaucoup d'être l'invité du Hockey Franco. Aujourd'hui, c'est une belle étape du Tour de France que d'être ici à la CBB, dans cette patinoire. On est dans un des vestiaires. Alors, c'était pas le vôtre à l'époque, il était juste en dessous d'où on se trouve. Ça doit vous rappeler des sacrés souvenirs de revenir ici. Oui, exactement. Donc, merci d'abord de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être là. Effectivement, j'ai passé des moments extraordinaires ici à la CBB et puis au moment de la construction de la patinoire fédérale, évidemment. Alors le nom des Lacarrière est intimement lié à l'histoire du hockey français. On va revenir dans des âges que les plus jeunes et même les moyennement jeunes n'ont pas connus. C'était les années 20 et voilà, votre père était un spécialiste de la glace. On l'appelait d'ailleurs le gentleman de la glace, je crois, si je ne me trompe pas. J'avais cru lire ça en tout cas. Du hockey sur glace, et d'ailleurs il ne faisait pas que du hockey. Il faisait aussi d'autres sports de glace. À l'époque, c'était assez courant. Alors, effectivement, mon père a commencé à jouer au hockey sur glace dans les années 20, vers 1924 exactement. Simplement, un de ses amis, François Moutin, qui était également un joueur international, lui a dit viens jouer avec nous. À l'époque, il avait 18 ans, donc on commençait très tard. Et il a commencé donc à patiner et à faire du hockey sur glace à la seule patinoire qui existait à l'époque, c'est-à-dire le Palais Glace, qu'on a appelé plus tard patinoire des Champs-Élysées, qui malheureusement a disparu. Et qui se trouve toujours, enfin le bâtiment reste au rond-point des Champs-Élysées, et qui était une patinoire ronde, sans balustrade, ou tout au moins une balustrade très rudimentaire, avec simplement une rampe et de la toile. C'était vraiment très rudimentaire, mais c'est quand même l'année 24, même avec une patinoire comme ça, puis une ou deux patinoires autres en France, que la France a été championne d'Europe de hockey sur glace. Avec les années fun du Veldiv, il a connu ces années-là, les années folles du Veldiv. Est-ce qu'il vous en parlait? Est-ce que vous avez pu recueillir ce témoignage d'un hockey naissant en France, mais florissant finalement, surtout en région parisienne? Alors ça a été vraiment effectivement une épopée qui a été, comment dirais-je, initiée par un Américain, Jeff Dixon, qui avait pris en main toute l'organisation du fameux Veldiv qui avait été construit au début du siècle, c'est-à-dire en 1909 ou quelque chose comme ça. Et ce Veldiv a été rénové dans les années 30 et a été introduit dans ce Veldiv une patinoire qui a eu beaucoup de succès. Et donc ce monsieur Jeff Dixon a créé des équipes semi-professionnelles qui ont attiré une foule immense. Tous les samedis au Veldiv, 17 000 personnes venaient voir du hockey sur glace. Donc c'était vraiment un engouement extrêmement important. Évidemment, mon père m'en a beaucoup parlé, parce que ça a été une époque glorieuse. Ils allaient voyager dans toute l'Europe et ils étaient capables de gagner pratiquement toutes les équipes européennes, avec beaucoup d'échanges, surtout avec l'Angleterre, qui avait aussi des très bonnes équipes. Et ils voyageaient dans des avions pas possibles. Mais bref. Donc voilà, ça a été une très grande époque du hockey sur glace, les années 30. Et il y avait plusieurs équipes qui jouaient à Paris et qui ensuite, il y a eu ensuite des fusions. Et c'est à cette époque que mon père a créé les Français volants. Je pense que vous savez certainement pourquoi ça s'appelle les Français volants. Flying Frenchman. Voilà, parce que justement, pour l'époque, ils voyageaient qu'en avion. Et donc, c'était un peu audacieux pour l'époque. Et donc, un journaliste anglais les a surnommés les Flying Frenchmen. Et après, il a pris le nom. Voilà. Alors, dès le début, on sent que, justement, dans le sang de la carrière, il y avait aussi du caractère. J'ai lu cette page incroyable d'histoire dans le très beau livre, d'ailleurs, de Tristan Alric sur l'histoire glorieuse de l'équipe de France, où les championnats du monde se déroulaient en Allemagne. Et où votre père, il n'avait pas peur de dire que quand c'était mal organisé, quoi. Et il se faisait taper sur les doigts, mais c'était pas un problème. Il était le capitaine de l'équipe de France et il disait ce qu'il pensait. Oui, tout à fait. Oui, c'était un homme qui avait beaucoup de charisme et beaucoup de volonté. D'ailleurs, on en parlera sûrement après. C'est la volonté qui est là. Si on a l'occasion, on parlera de la construction justement de cette patinoire et pourquoi elle a été construite, etc. Exactement, vous en parlez à l'instant. C'est cette âme de bâtisseur aussi qu'il vous a transmise à vous et votre frère pour œuvrer dans le hockey parisien. Vous avez par exemple créé le club de Courbevoie, il y a eu création de patinoire également. C'était important, il y avait tout à faire en fait finalement, enfin beaucoup à faire en tout cas. Oui, il y avait beaucoup à faire. Alors en fait, l'histoire de la patinoire fédérale, vous la connaissez certainement. La fédération à l'époque, donc dans les années, après la guerre, dans les années 50, c'était une toute petite fédération. Il y avait quelques patinoires à Paris, Molitor, Saint-Didier, qui étaient des petites patinoires en ce sens que ce n'était pas réglementaire.
Et puis, il y avait le Palais de Glace dont j'ai parlé tout à l'heure. Et mon père, avec M. Guérard, qui était président de la Fédération des sports de glace, mon père étant secrétaire général, ont eu l'idée de construire cette patinoire fédérale, mais ils n'avaient absolument pas d'argent, ils n'avaient rien. Ils sont partis de zéro et ils ont réussi, premièrement, à convaincre la ville de Boulogne de leur céder le terrain pour 100 ans, le terrain sur lequel nous sommes actuellement, qui était un terrain vague, avec une simple maison, avec une vieille dame et son chat qui habitaient là. Et donc la ville a été d'accord. Et ensuite, il a fallu trouver de l'argent. Et ils ont pu emprunter à une banque, j'ai oublié maintenant le nom. Et ils ont créé cette patinoire. L'idée étant que pour développer les sports de glace, la patinoire apporterait des revenus qui permettraient de développer les sports de glace. D'une part de s'entraîner et d'autre part de développer, d'avoir la possibilité d'avoir des revenus pour les emmener à l'étranger, etc. Voilà la qualité. Et comme ils n'avaient pas d'argent du tout, ils ont dit, je me souviens très bien parce que j'étais encore tout jeune, et mon père a dit, on va chercher un terrain à côté de Glacières de Paris. À l'époque, il y avait beaucoup de glacières, puisqu'on utilisait beaucoup la glace dans tous les cafés, etc. Et donc, finalement, ils ont trouvé ce terrain, ils ont pu s'accorder avec la ville de Boulogne. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas eu à acheter toutes les machines. C'est simplement, on a traversé la rue et on a échangé des frigories avec les enfin, on a acheté des frigories aux Glacières de Paris, qui étaient très contentes de vendre des frigories pendant l'hiver, puisqu'il y avait moins de glace à fournir pendant l'hiver. Alors donc cette transmission évidemment paternelle, familiale, ça vous laissait presque pas le choix. Le hockey sur glace, c'était c'était la famille, la carrière. Puis... C'était en partie, oui. Notre famille effectivement a été depuis notre tendre enfance. Mon frère et moi, nous étions baignés évidemment par l'idée du hockey sur glace. Et puis on a pris le relais petit à petit. On a d'abord, moi d'abord j'ai été joueur, j'ai joué évidemment à la CBB, et puis ensuite c'était un rêve d'enfant, c'est-à-dire de recréer les Français volants. Et donc on a recréé les Français volants ici d'ailleurs, à Boulogne, et ensuite on a émigré, si je peux dire, à la patinoire de Charenton, puis dans différentes patinoires. Et puis ensuite, dans les années 80, mon frère a réussi à faire une équipe digne de ce nom, Français volant, qui a joué au Palais Omnisport de Bercy pendant quelques années. Malheureusement, ça a été compliqué parce que le championnat n'était pas suffisamment étoffé à l'époque, et de jouer dans une salle de 13 000 personnes avec des équipes qui n'avaient que 1000 ou à peine spectateurs, c'était un peu compliqué. Donc l'aventure a pris fin un peu à ce moment-là, d'une façon un peu... C'était un peu une bulle dorée en fait, les Français volants, trop esselés pour vraiment qu'il y ait un championnat solide. Ils étaient un peu esselés, et puis il y avait à l'époque des rivalités un peu stupides, où vous savez, il y avait encore la rivalité Paris-Province, qui est complètement ridicule, qui m'a toujours beaucoup choqué, moi, puisque moi, quand j'étais en équipe de France, on jouait tous ensemble, et il n'y avait pas de Paris-Province, etc. Mais bon, bref, c'était comme ça. Ce qui fait que, en somme, ils sont arrivés un peu trop tôt. Voilà. Les Français volants après la guerre étaient un peu trop tôt arrivés dans le hockey. Voilà ce qu'on pourrait dire. Mais il y avait il y a eu aussi quand même une époque intéressante qu'on a peut-être un petit peu oubliée maintenant, qui était l'organisation au Veldiv des championnats du monde en 1951. Et qui a été un grand succès. Il y avait beaucoup de monde dans les matchs principaux, et on avait deux groupes, un groupe A, un groupe B. Et donc voilà, là aussi ça a été un rêve d'enfant de revoir les championnats du monde, parce que j'ai eu la chance de pouvoir voir l'année dernière pendant les championnats du monde au Palais Omnisport. Voilà. Il vaut mieux durer, c'est vrai, pour voir le hockey français de temps en temps, organiser des belles compétitions comme ça. Voilà, c'était effectivement, je pense que, alors là, si on se rapproche maintenant de notre époque, c'est vrai que l'organisation du championnat du monde a été une réussite au nombre de spectateurs. Et puis, il y avait 66 ans que ça n'a pas été organisé en France, et c'était quand même quelque chose qu'on attendait depuis fort longtemps.
Alors ici on est à Boulogne et Boulogne-Billancourt, la CBB à l'époque a été sur le toit de l'Europe. C'est sans doute difficile à imaginer pour les plus jeunes qui nous regardent ou voilà, des jeunes générations. Mais vous avez gagné la Coupe Spengler, c'était pas rien à l'époque, Voilà. C'était la Coupe d'Europe, la plus grande Coupe d'Europe, la plus prestigieuse. Oui, on peut dire ça. Oui. On peut le dire, ça devait être des années fantastiques quoi. Alors effectivement, c'était des années fantastiques, c'est-à-dire que c'est dans les années 60, après la création de la fédérale. La CBB a été, le club de la CBB a été créé par Jean Tarimberg, qui est malheureusement disparu maintenant. Et l'héritier, ou les héritiers de la famille Félix Potin, se sont investis dans le sport d'une façon très, très importante, que ce soit dans le cyclisme, que ce soit dans le patinage artistique, que ce soit dans le hockey. Donc dans le cyclisme, ils ont financé, je veux dire, les carrières de Jacques Anquetil, d'Arriga, vraiment de grands, très grands champions. En patinage artistique, on connaît l'épopée, Alain Calmat, Alain Chiletti, etc. Donc ils sont beaucoup. Et puis ils ont participé à la création d'une équipe de hockey semi-professionnelle, à nouveau, comme avant la guerre, avec 4 Canadiens, dont La Liberté, qui était une icône du hockey français pendant longtemps, Gaston Pelletier, qui est encore en vie à Fribourg, et puis d'autres qui sont venus, comme Stu Cruikshank, comme Camille Gélinas, qui sont d'ailleurs restés, après Camille Gélinas est resté en France très longtemps. Donc cette équipe a été créée à ce moment-là, avec des joueurs français, bien sûr, avec d'autres joueurs français, et à l'arrivée de La Liberté était très très ouvert à la promotion des jeunes joueurs, et c'est pour ça que plusieurs jeunes joueurs, dont Gérard Alzard, Christian Rayon, Jean Popardin et moi-même, il nous a vraiment lancés dans le bain tout de suite et il nous a fait confiance, et ça a été extraordinaire pour nous, parce qu'on a pu faire partie d'une équipe, comme vous le disiez, qui pouvait jouer contre n'importe quelle équipe européenne, et qui a gagné la Coupe Sinclair, qui effectivement c'était la compétition la plus importante de l'époque. Et à l'époque, on pouvait battre toutes les équipes très fortes, les Italiens, les Suédois, voilà. Donc ça a été une très belle époque. Et puis ensuite, malheureusement, ça s'est terminé, comme souvent. Et voilà. Alors c'est aussi l'aventure olympique, le hockey sur glace, évidemment. Les Jeux Olympiques de Grenoble, ça devait être aussi incroyable. Alors voilà, les Jeux Olympiques de Grenoble ont été aussi un événement extrêmement important pour les sports de glace, parce que c'est ce qui a, en grande partie, pas complètement, mais en grande partie, parce que la construction de la patinoire fédérale a été aussi un élément très important, qui a fait vraiment la promotion des patinoires. Et en France, il y a eu à ce moment-là, dans les années 60-70, beaucoup de patinoires construites. Et malheureusement, ça n'a pas continué, ou assez peu. Donc c'est vrai que c'était extrêmement important. Cette période de 68, elle a montré aux Français ce que c'était le hockey sur glace, en particulier avec le fameux match que les gens de l'époque, dont les gens de l'époque se souviennent, c'est le fameux match URSS tchèque, où les Tchèques ont gagné 5-4. Et il faut se souvenir que pendant la révolution de mai 68 en République tchèque, ils avaient inscrit sur les murs de la ville de Prague 5-4, en disant en russe, vous voyez, on vous a battu, on va encore vous battre. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas terminé de la même façon, mais voilà, donc c'était extrêmement important à cette époque, parce que les patinoires ont été construits. Puis ensuite, il y a eu alors les deuxièmes Jeux Olympiques de 1992 à Albertville. Alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que ça a été un événement assez exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance d'être directeur des épreuves à l'époque, et ça a été passionnant. Et on a eu la chance de plusieurs choses, c'est que la télévision, enfin d'abord c'était les Jeux Olympiques, deuxièmement ils étaient en France, troisièmement il y avait une retransmission télévisée de très grande qualité, on avait 12 caméras dans la patinoire, qui à l'époque c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est là où on a commencé les essais sur la haute définition d'ailleurs. Et en plus, la France a très bien fonctionné, puisqu'elle est arrivée en quart de finale et qu'on a eu la chance, peut-être la première fois dans notre histoire, d'avoir prime time pour le quart de finale de la France.
Donc voilà, malheureusement, 92 n'a pas eu le même effet que 68 et n'a pas déclenché des constructions de patinoires beaucoup mieux avant. Alors les raisons, je veux pas m'étendre là-dessus. On a certainement été fautifs dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire nous, fédération, de ne pas avoir suffisamment profité de cet événement. Est-ce qu'elle vous plaît, cette équipe de France, avec son esprit batailleuse? Cette équipe de France a énormément de talent. Beaucoup de jeunes vraiment, il y a quelques jeunes qui ont énormément de talent, et on peut dire que l'ensemble de l'équipe a une motivation extrêmement forte pour défendre les couleurs de la France. Et il y a toute une génération là qui va arrêter ou qui vient d'arrêter, qui a été vraiment très motrice pour tirer cette équipe de France. Alors maintenant, pour passer la vitesse au-dessus, c'est très difficile, non pas par la qualité des joueurs, mais parce que les autres pays ont des joueurs de grande qualité, et que la hiérarchie mondiale est assez difficile à bouleverser. Alors on a vu l'année dernière, on a vu quand même l'Allemagne arriver en finale des Jeux Olympiques, on a vu la Suisse arriver en finale du Championnat du Monde. Bon, nous, on est encore un petit peu derrière, mais effectivement, maintenant, il faut qu'on vise les quarts de finale, et pourquoi pas mieux après. Avec un autre amour fou du maillot bleu, et oui. Avec le coq sur le cœur, oui, ça doit vous faire plaisir aussi que Philippe Boson soit tout à fait. Voilà, en charge de cette mission, et cette mission olympique, on a envie de dire, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement le but, c'est de revoir le hockey sur une chaîne publique, à une heure de grande écoute aux Jeux Olympiques. Bien sûr, c'est effectivement un des buts de l'action de la fédération actuellement, c'est effectivement de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Là aussi, c'est très difficile, parce que la concurrence est extrêmement forte. La dernière fois, on a manqué, c'est un but près, c'est ça, c'est comme ça. Donc c'est vraiment très très serré comme hiérarchie. Et il est évident que la qualification aux Jeux Olympiques est une des priorités pour les garçons, mais aussi pour les filles, puisque maintenant on a quand même le hockey sur glace féminin qui a pris quand même son envol, et on peut espérer, on vient d'avoir quand même un résultat fantastique, c'est pour la première fois, l'équipe de France féminine s'est qualifiée pour les championnats du monde qui auront lieu en Finlande là, au mois d'avril. Donc on a beaucoup d'espoir, mais il faut aussi être réaliste, c'est très difficile, la hiérarchie est difficile à bousculer. Il y a des pays qui ont tellement de joueurs, comme le Canada, la Russie, les Finlandais, les Suédois, c'est assez difficile. Alors votre engagement auprès de la Fédération française, auprès de la Fédération internationale également, qui vous a honoré d'ailleurs récemment, et c'était très émouvant pour l'ensemble du hockey français de vous voir avec ce beau maillot de l'équipe de France et honoré également, vous fait dire qu'aujourd'hui, par exemple, on en parlait juste à l'instant, le hockey féminin, c'est une des vraies voies d'amélioration, de progrès, et là où la France peut travailler beaucoup et puis amener de la qualité, de la mixité à ce sport. Oui, absolument, absolument. Le hockey, alors il faut savoir que le hockey sur glace féminin n'est pas nouveau en France. Avant la guerre, parce qu'on donne toujours ce point de passage, avant la guerre, il y avait une équipe de France féminine, plutôt, c'était pas une équipe de France, c'était une équipe féminine parce qu'il n'y avait pas encore de championnats internationaux. Il y avait une équipe féminine qui était la meilleure d'Europe, qui pouvait aller dans n'importe quelle ville européenne, disputer des matchs, évidemment contre d'autres femmes, et qui étaient imbattables. C'était les droits au but, qui étaient une équipe absolument fantastique. Donc voilà, et c'est vrai que le hockey sur glace féminin maintenant se développe en France, avec difficulté comme le hockey sur glace masculin, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps de glace est limité un petit peu partout, mais il y a de gros progrès qui sont faits. En plus, on va installer dès la saison prochaine un pôle d'excellence féminin à Cergy, dans notre centre national, qui là aussi est une grosse réussite de la fédération depuis sa création en 2006. Et on espère que grâce à ce pôle, on va avoir une dynamique encore plus forte pour le hockey féminin. Alors justement, je finis toujours mes entretiens par cette question très intéressante et très vaste sur l'avenir du hockey français. Pour vous, s'il devait y avoir une priorité aujourd'hui pour se développer, ce serait laquelle ? Alors, s'il n'y a qu'une priorité, je dirais que c'est essentiellement le nombre de terrains sur lesquels nous pouvons pratiquer. Ça paraît une évidence, c'est aussi de la palissade. Il y a ça, et puis il y a aussi la possibilité d'avoir
un championnat national encore plus étoffé, avec des patinoires un peu plus importantes. Je pense que, et c'est difficile pour moi peut-être de dire ça parce que je suis parisien, je pense que le fait d'avoir une équipe à Paris serait aussi très importante. Parce que, bon, c'est comme ça un peu, Paris est un centre d'attraction des médias quand même très très important. Et bien entendu, toutes les villes françaises qui participent au championnat sont de grande qualité. Il n'y a pas de souci là-dedans, mais je pense que pour dynamiser encore le championnat, ce serait très très bon qu'il y ait une équipe à Paris. Alors maintenant, après, il faut... Dans le championnat de France, où on parle beaucoup aujourd'hui de la possibilité de voir Paris dans un grand championnat expansionniste, la KHL, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Alors ça, c'est beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus compliqué. Parce que ce soit une équipe de KHL ou une équipe de NHL, pourquoi pas un jour, ou même d'une ligue européenne, c'est souvent un peu à double tranchant. C'est-à-dire que soit ça apporte véritablement un dynamisme promotionnel du sport en général, sans parler d'une équipe particulière, mais d'un autre côté, c'est difficile pour les autres de suivre. Alors c'est assez... Moi je sais que ce serait un peu une équipe hors sol. Or on sait que les budgets seraient à peu près équivalents de tous les budgets réunis des clubs de Magnus. Oui, voilà, exactement. Alors de toute façon, si ça se faisait, ce qui n'est pas du tout évident, ça serait quelque chose de complètement distingué du reste du championnat. Ça serait pas... Enfin moi je vois ça comme ça, parce qu'effectivement, on peut pas lutter... des équipes de villes moyennes ne peuvent pas lutter contre une organisation professionnelle comme la KHL ou comme la NHL. Il faudrait quasiment l'équipe de France quasiment pour avoir une bonne équipe de HL. Oui, il faudra avoir une équipe de très haut niveau. On peut pas, comme ce serait quand même malgré tout une équipe de club. Enfin, je veux dire, c'est quand même une équipe de ville ou de club. Et il est évident qu'il faudra avoir beaucoup de talent. Alors, il est aussi intéressant de savoir que s'il se faisait une chose comme ça, par quels moyens on pourrait imposer d'une certaine façon la promotion de joueurs français, de façon à ce qu'il y ait suffisamment de joueurs français qui prennent de l'expérience et qui donc aident l'équipe de France. Mais bon, tout ça c'est quand même très, très, très aléatoire et très lointain, et je pense qu'on a suffisamment actuellement de choses à faire pour organiser notre hockey. Bon, il est bien organisé maintenant, mais pour le développer et pour effectivement développer les patinoires, qu'on ait plus d'adhérents, donc plus de chances d'avoir des espoirs de bons joueurs, etc. Merci beaucoup Philippe Lacarrière, c'était très important pour moi de vous avoir dans cette émission du Tour de France, et puis merci à tout ce que vous avez apporté évidemment au hockey français, vous continuez d'apporter au hockey français toute cette belle image, et puis c'est le but aussi de ce projet, de médiatiser le hockey français, le hockey francophone, d'en parler autour de nous et puis d'avoir des archives de qualité, donc merci, un grand merci à vous vraiment. Merci à vous, parce que d'abord ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter, puis d'évoquer beaucoup de souvenirs passionnants. Et puis merci de cette promotion que vous faites pour le hockey et que vous dépensez beaucoup, je sais, pour promouvoir notre sport qu'on aime beaucoup tous, on est passionnés et on sera toujours. Merci. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine.